Mugabe désengorge les prisons du Zimbabwe. C'est à travers l'amnistie de 2000 prisonniers. Enfin, le Kenya se conforme aux exigences de l'Agence mondiale antidopage à travers le vote par les députés des amendements apportés à la loi antidopage en vigueur dans le pays. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Avant le développement des titres, sachez que Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été inculpé en Côte d'Ivoire pour divulgation de fausses nouvelles, puis remis en liberté ce jeudi. Selon Richard Adou, procureur d'Abidjan, cette inculpation fait suite à une interview publiée le 2 mai dernier. Interview dans laquelle Michel Gbagbo déclarait qu'à la date du 30 mars dernier, 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons ivoiriennes et que 300 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 sont portées disparues dans le pays. Et puis l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi ces affrontements qui ont éclaté ce jeudi entre policiers et étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Plusieurs dizaines de policiers à bord d'un bus sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Un rassemblement d'étudiants qui préparaient un meeting. Ces derniers ont riposté avec des jets de pierre. Le 14 avril dernier déjà, une manifestation similaire avait secoué cette même université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, paralysant les cours pendant une semaine. Les étudiants protestaient alors contre la décision d'évacuer les résidences universitaires dont la rénovation permettra d'accueillir en 2017 les athlètes des Jeux de la francophonie. Je le disais en titre, les élections locales prévues pour ce mois de mai au Niger sont reportées au 8 janvier 2017. Ceci pour deux raisons. D'abord, l'État qui ne dispose pas de ressources financières pour l'organisation. Ensuite, les acteurs politiques qui ne sont pas prêts pour le scrutin. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'attelle cependant à la bonne organisation du scrutin en corrigeant les erreurs notées lors des dernières élections générales dans le pays. Voici les explications du vice-président de la CENI du Niger. Les élections locales auraient dû avoir lieu le 9 mai dernier, mais compte tenu du fait que les acteurs n'étaient pas prêts, et pour certaines contraintes de calendrier, notamment d'organisation, les mandats des élus locaux ont été prorogés de 6 mois. Entre-temps est intervenue une loi modifiant la loi sur les collectivités territoriales pour prévoir la possibilité d'un renouvellement. Donc, profitant de tout ça, la CENI a adopté un nouveau chronogramme des élections locales à sa dernière plénière et les élections locales vont, Inch'Allah, avoir lieu le 8 janvier 2017. Vous savez, même au deuxième tour, on a pris les dispositions pour corriger les dysfonctionnements dont vous parlez. Et tout ça, nous capitalisons l'expérience vécue et nous essaierons de corriger la prochaine fois pour que les élections locales, bien que complexes, soient parfaites. Nous sommes conscients qu'il faut bien corriger les erreurs du passé. Bien entendu, tout se déroule normalement puisque à la dernière préliminaire, l'ensemble des membres de la CENI étaient là et c'est en leur présence que le chronogramme a été adopté par consensus. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la sérénité est retrouvée. Loin du Niger, c'est une belle confusion qui règne en République démocratique du Congo après les manifestations d'aujourd'hui. Manifestations initiées par 3 coalitions d'opposants qui ont appelé la population à descendre dans la rue. Ces coalitions entendaient exiger la tenue de l'élection présidentielle avant le 19 décembre prochain, date de la fin du mandat de Joseph Kabila, et dénoncer par la même occasion l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président congolais à se maintenir en fonction si l'élection n'est pas organisée à bonne date. Selon certaines informations, une policière et un manifestant ont été tués à Goma, dans l'est du pays, au cours de ces manifestations. Information démentie par la police qui soutient qu'aucun de ses agents n'a péri et que le civil tué était un pillard.
Le président Robert Mugabe fait œuvre utile au Zimbabwe en amnistiant 2000 détenus. L'objectif est de désengorger les prisons du pays qui sont surpeuplées. Les détails. Le Zimbabwe a accordé l'amnistie à 2000 détenus en raison de la surpopulation dans les prisons du pays. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi la presse d'État. Ainsi, tous les détenus de moins de 18 ans et toutes les femmes, à l'exception de 2 prisonnières condamnées à la perpétuité, ont été libérées. L'amnistie a aussi été accordée aux prisonniers en phase terminale et à ceux condamnés à moins de 3 ans de prison et qui ont purgé au moins un quart de leur peine. Mais elle ne s'applique pas aux prisonniers condamnés pour meurtre, trahison, viol ou encore vol à main armée. Il faut dire que le Zimbabwe, dirigé d'une main de fer par Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, compte une population carcérale d'environ 20 000 personnes. Notons que les prisons sous-financées dépendent largement de donations faites par le Comité international de la Croix-Rouge qui fournit de l'eau, de la nourriture et des couvertures. Les cadres des différents ministères chargés de l'éducation nationale au Bénin prennent part depuis ce matin à la toute première revue conjointe du secteur de l'éducation post-2015. Les assises conduites par le ministère des enseignements maternels et primaires devront prioritairement aider à rendre le système éducatif béninois plus performant. Plus de précisions avec le ministre Salimane Karimou sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Floris Dossa. Mesdames et messieurs, ne confondons pas instruction et éducation. Ne confondons pas formation et éducation. L'instruction peut se donner. Les apprentissages peuvent se réaliser toute la vie. Mais l'éducation est limitée dans le temps. Le préscolaire doit devenir notre préoccupation. Mesdames et messieurs, chers participants, nous espérons des présentes assises, des débats fructueux, des propositions concrètes, des recommandations et suggestions clairement formulées pour aider les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales et tous les acteurs influents du secteur de l'éducation à prendre de bonnes décisions en vue de l'amélioration du système éducatif. Éducation toujours, cette fois-ci avec le gouvernement sénégalais qui est en passe de réquisitionner des enseignants en vue de relancer les activités scolaires dans le pays. La mesure est consécutive à l'échec des négociations pour surseoir aux grèves cycliques qui secouent le système éducatif depuis le début de l'année. Imagissons. Réquisition des enseignants assortie d'injonctions aux grévistes pour rendre les notes aux élèves. C'est l'une des décisions phares ayant ponctué le Conseil des ministres en date du 25 mai et conduit par le président sénégalais Macky Sall en personne. Gouverneurs et préfets ont été instruits pour identifier et sommer les enseignants concernés de rendre les notes gardées par devers eux en leur notifiant par la même occasion leur réquisition. Auquel cas, toute résistance pourrait être sujette à radiation, comme ce fut déjà le cas par le passé avec des policiers sous le régime de Diouf en 87. Des décisions qui, pour l'heure, laissent de marbre les membres du GCSE, le grand cadre des syndicats de l'enseignement. Ils entendent aller jusqu'au bout du mouvement de débrayage. Une radicalisation à en croire les 35 syndicats d'enseignants constituant cette organisation, motivée par des pensions effectuées par le gouvernement sur les salaires du mois d'avril de certains des leurs. Des pensions variant entre 40 et 150 000 francs CFA avaient en effet été prélevées sur les salaires d'avril de bon nombre d'enseignants pour des heures de travail non exécutées. Une mesure qui, pour le grand cadre, n'est qu'un prétexte. À couteau tiré avec le gouvernement, il n'entend pas lâcher du lest, sauf application stricte du protocole d'accord signé avec son employeur, le gouvernement, il y a de cela 1 an. Accord impliquant entre autres la titularisation des professeurs et maîtres contractuels, le paiement de leur indemnité de logement. Les autorités libériennes entendent lancer dès la rentrée de septembre 2016 un partenariat public-privé dans 120 écoles primaires. L'opération qui émane d'une réforme destinée à sauver l'école libérienne
coûtera à ce pays 65 millions de dollars. Le Libéria opte pour le partenariat public-privé pour sauver son système éducatif de la faillite. D'un coût global de 65 millions de dollars, soit environ 3/4 du budget de l'éducation, ce partenariat sera mis en œuvre à la rentrée de septembre dans 120 écoles par une dizaine d'entreprises spécialisées dans l'éducation, dont la chaîne Bridge International Academies, présente notamment au Kenya, en Ouganda et au Nigeria. Nous sommes ici pour travailler avec les parents pour leur rappeler que leur enfant est capable de lire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'école a échoué. Ce n'est pas la faute de l'enfant s'il ne sait pas lire. C'est la faute de l'école qui n'a pas réussi à lui apprendre. Nous devrions être fiers de notre ministère. Ce ministère et ce président veulent juste dire « ça suffit ». Assumons nos erreurs et allons de l'avant. Aller de l'avant, mais surtout donner à l'école un visage nouveau dans un pays où plus de 2/3 des enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas en classe et qui compte 15 000 instituteurs pour 675 000 élèves âgés de 6 à 11 ans. La réforme passera par des cours magistraux dispensés à l'aide d'une tablette numérique pouvant aider à s'assurer que le programme est suivi tout en contrôlant l'absentéisme et les résultats des élèves. Une méthode fortement décriée par le syndicat national des enseignants du Libéria qui dénonce une privatisation rampante pouvant nuire davantage aux apprenants et à leurs parents. Les députés ont approuvé ce jeudi au Kenya les amendements apportés à la loi antidopage en vigueur dans le pays, ceci afin de rendre cette loi conforme aux exigences de l'Agence mondiale antidopage. En approuvant les amendements à la nouvelle loi antidopage afin de la rendre conforme aux exigences de l'AMA, les députés kenyans entendent ainsi éviter aux athlètes kenyans une éventuelle interdiction de participer aux Jeux olympiques de Rio au Brésil. Lors du débat ayant précédé l'adoption des amendements, un député de l'opposition, Chris Wamalwa, a soutenu, je cite, « Les athlètes kenyans ont été les ambassadeurs de ce pays et il était temps de montrer à nos sportifs que leurs intérêts nous tiennent à cœur. » Fin de citation. Pour rappel, l'AMA avait estimé le 12 mai que la nouvelle loi antidopage kenyane, adoptée fin avril, ne correspondait pas à ses attentes et avait déclaré le pays non conforme avec sa réglementation antidopage. Les députés ont dès lors été rappelés pour approuver les changements nécessaires. La loi doit encore être approuvée par le Sénat et signée par le président Uhuru Kenyatta avant d'entrer en vigueur, ce qui devrait être une simple formalité. Signalons qu'une quarantaine d'athlètes kenyans ont été impliqués dans des affaires de dopage au cours des 3 dernières années. Le pays a terminé en tête du tableau des médailles des mondiaux 2015 d'athlétisme à Pékin pour la première fois de son histoire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et aussi de votre fidélité à Sika. À bientôt.